Vous écoutez Sérieland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. C'était le 5 avril dernier, un lundi soir sur Canal+. Les héros de la série Hippocrate étaient de retour pour une deuxième saison très attendue. Depuis, Chloé, Alison, Hugo, Arben, Igor et Olivier Brun, le chef des urgences, sont toujours là, dans un coin de ma tête, de mon cœur aussi. Comme si un lien indéfectible était né entre eux et moi, entre eux et nous. Nous, spectateurs de cette série médicale française qui ne ressemble à aucune autre sur la planète fiction. Hippocrate ou l'art de mêler réalisme et romanesque, de mixer de l'émotion et des sourires, de poser un autre regard sur notre société à partir de ce huis clos hospitalier. À l'origine, Hippocrate était un film signé Thomas Lilti. S'ensuivit donc cette série en 2 saisons, en attendant une 3e peut-être. Thomas Lilti a accepté de revenir sur la création de cette œuvre, de son œuvre, et avec lui, nous passons en revue toutes les premières fois. Sérieland, épisode 90. Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir dans Sérieland. Vous étiez venu nous raconter les coulisses de la série Hippocrate dont vous êtes le créateur, je dirais même le chef d'orchestre. Est-ce que ça vous convient, cette image du chef d'orchestre ? Ouais, chef d'orchestre, je trouve ça pas mal parce que créateur, c'est un peu... je trouve ça un peu pompeux et puis mine de rien j'ai aussi des co-créateurs sur cette série, des gens qui m'accompagnent à tous les stades, c'est-à-dire à la production, à l'écriture évidemment, mais aussi sur le tournage, sur le plateau. Les comédiens participent beaucoup, les co-scénaristes, donc il y a plus une dimension, je trouve, de chef d'orchestre, c'est-à-dire voilà, d'avoir une vision de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on aimerait réussir à obtenir au final, mais que tout ça, ce n'est possible que parce que je suis extrêmement bien entouré depuis le début, c'est-à-dire par mes producteurs historiques et jusqu'à la toute fin avec les monteurs, les musiciens, voilà, tous les corps de métier qui permettent de faire une série. Oui, alors Hippocrate, j'ai utilisé le terme de chef d'orchestre parce que pour moi, cette série, c'est une immense partition dont il faut d'ailleurs louer le rythme. Question peut-être un peu difficile, mais si la série devait être un morceau de musique, ce serait lequel d'ailleurs pour vous ? Ah, c'est très compliqué, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression, de façon totalement immodeste, qu'on est face un peu à une sorte un peu comme un opéra peut-être. Ouais. Donc un peu voilà, je vise très haut, mais il y a quelque chose comme ça, en tout cas dans ma vision des choses, avec avec des chœurs, avec différentes voix, avec donc et puis avec une forme d'ampleur mine de rien, donc qu'on peut retrouver dans l'opéra. Donc ce serait vers ça que j'aurais envie d'aller. Eh bien, un opéra grâce à Hippocrate. Mais Thomas Lilti, je vous propose quand même de revenir sur les toutes premières fois qui sont liées à cette série. Première fois, par exemple, que vous pensez à l'adaptation en série de ce long métrage au départ, qui était Hippocrate. Vous vous en souvenez ? La vraie première fois, c'est que c'était que quand j'ai pensé à faire un film, ou quoi, en tout cas une œuvre audiovisuelle sur un peu mon expérience à l'hôpital, je l'avais imaginé en série. Et puis très vite, c'est devenu un film parce que c'était ce que je savais faire et que la porte n'était pas trop ouverte à l'époque encore. C'était il y a quelques années et vous le savez mieux que moi, tout a beaucoup changé, muté dernièrement avec la série télé. Et c'est devenu, après avec le succès du film, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit mais on voudrait que le film continue plus longtemps, on voudrait passer plus de temps dans cet hôpital, et c'est comme ça qu'est revenue cette envie de faire une série télé. Ouais. Alors, c'est 2 saisons, Hippocrate, c'était en 2018 et en 2021. Est-ce que vous pouvez nous dire le premier acteur ou la première actrice à laquelle vous avez pensé pour la série ? Et que vous avez choisi. Ouais, je pense que quand même le personnage de la saison 1 qui était vraiment le personnage moteur, c'était quand même Chloé Antowska, donc qu'interprète Louise Bourgoin. On a tout de suite cherché la comédienne qui pourrait l'interpréter, et très très rapidement. Même si j'ai fait des essais, que j'ai rencontré plusieurs comédiennes et que j'ai cherché pas mal de temps, mais très vite quand j'ai rencontré Louise Bourgoin, j'étais à peu près convaincu et certain que le rôle était pour elle. Ça y est, j'ai fini. Et il y a le docteur Lantier qui a tout validé. Du coup, je me dis, vu que j'ai mon RER à 19h et que c'est un peu tendu, je peux rester jusqu'à 19h si tu veux. Enfin, 18h45. Non seulement tu restes jusqu'à 19h, mais tu restes toute la nuit.
24 heures à tenir, c'est pas la mer à boire. Ah ouais, on va rester la nuit? C'est le principe d'une garde. Martine reste, Hugo reste, je reste, tu restes. Il y avait quelque chose dans son casting qui vous a fait bloquer, comme on dit, enfin qui vous a en tout cas ému, touché. Oui, j'ai vu, on a fait en effet quelques scènes, quelques essais, puis surtout après je l'ai fait rencontrer d'autres comédiens pressentis, dont certains comme Karim Leclou, Zachary Chasseriot, Alice Belaïdi qui ont été retenus, mais elle a rencontré aussi d'autres acteurs qui malheureusement n'ont pas été pris. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la revoyais, je me disais mais c'est dingue. Le personnage a vraiment été écrit pour elle. En tout cas, il y avait une sorte d'évidence. Je trouvais j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait une évidence. Et pourtant, peut-être que quand on lisait les scénarios, on aurait pu imaginer quelqu'un d'autre que Louise Bourgoin pour interpréter Chloé Antowska. Mais moi, c'est vrai que c'est difficile à exprimer. C'est pas quelque chose de précis. C'est vraiment une sensation, un sentiment qui avait une autorité chez Louise Bourgoin, une forme de... Voilà, dans son caractère, dans sa personnalité, elle dégageait quelque chose qui me semblait être Chloé. C'est très intuitif. Mais moi, mes castings sont toujours, ma façon de choisir les acteurs, sont toujours très intuitifs. C'est vraiment quelque chose c'est un ressenti pur. J'ai souvent du mal à expliquer pourquoi, et même de défendre quand les gens sont pas d'accord avec moi, quoi. Mes partenaires, les comédiens, directeurs de casting, etc., peuvent douter de mes choix parfois. En casting, notamment, c'est très difficile pour moi d'expliquer pourquoi je fais ce choix-là, parce que c'est vraiment quelque chose c'est un peu comme dans la vraie vie, comme en amitié, ou pourquoi on s'attache à des gens. Des fois, c'est difficile d'expliquer. Quoi. Voilà, il y a des gens pour qui on a de l'affection tout de suite, et c'était le cas de Louise Bourgoin. On n'a pas besoin de tout expliquer, parfois, au fond. C'est aussi ça. Mais est-ce que vous avez, par exemple, une petite question récurrente que vous posez aux gens que vous voyez en casting? Je demande aux acteurs, toujours, de me raconter leur parcours. Alors, ça semble comme ça d'une grande banalité, mais ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils me racontent leur parcours de comédien, en fait. C'est comment ils vous le racontent, dans leur CV. Ouais. C'est ce qu'ils me racontent, en fait, qu'a été leur parcours, voilà, s'ils ont fait des études, pas d'études, s'ils ont fait d'autres métiers, quoi. Je sais bien qu'on n'est pas comédien, on est très rarement comédien à partir de l'âge de 12 ans, quoi. Il y a des exceptions, évidemment, mais souvent, c'est un peu le hasard qui nous amène à faire ce métier, ou des rencontres, ou parce qu'on a eu une enfance comme ci ou comme ça. Et c'est ça que j'ai envie que les gens me racontent. Pas tellement pour comprendre qui ils sont, mais parce que dans leur façon de raconter, dans ce qu'ils vont choisir de dire, dans éventuellement les mensonges ou l'exagération qu'ils vont choisir, parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent, ils me racontent bien ce qu'ils ont envie de me raconter. Je trouve que là, je découvre pas mal de choses. En tout cas, ça permet en tout cas de l'échange, et ça permet j'essaie de les écouter, quoi. J'essaie de me mettre en position d'écoute, quoi. Mais peut-être c'est le médecin. Oui, c'est ça, c'est le médecin qui ressort, qui rejaillit. Oui, bien sûr. Alors, vous venez de nous parler de votre première actrice retenue. Est-ce que vous vous souvenez de la première scène que vous avez écrite? Non, pas vraiment, à vrai dire, je me souviens pas, mais ce que certain, c'est qu'avec mes co-scénaristes, moi très vite, je leur ai raconté une séquence qui est présente qui est une séquence importante de l'épisode 1 de la saison 1, qui est ce moment où il y a ce monsieur qui s'appelle dans la série Monsieur de Robert, qui va perdre du sang, qui est un patient alcoolique, qui va se mettre à saigner, à perdre beaucoup de sang, et les 4 personnages principaux vont se lier en effet pour essayer de sauver ce monsieur. Et ça, c'était tout de suite présent dans Hippocrate, parce que c'est une séquence que j'ai vécue. Alors, je l'ai vécue seul, moi, pas en groupe, malheureusement, pas avec cette entraide. Mais ce monsieur qui perd son sang au milieu de la nuit, et je suis tout seul avec une jeune infirmière, qui d'ailleurs jouera son propre rôle dans Hippocrate dans la saison 2, viendra jouer son rôle. Cette infirmière va m'aider à essayer de sauver ce patient qui perd son sang. Donc ça, tout de suite, j'ai raconté cette histoire, et j'ai dit, bon, ça, on va essayer de le mettre dans l'épisode 1 de la saison 1. Et on a construit l'épisode autour de cette idée-là. Monsieur de Robert, je vais vous faire des examens complémentaires, d'accord? Je vais vous mettre un tuyau dans la bouche. Il va inhaler. Vas-y. Tiens. Tu commandes 3 kilos B+, et tu bipes Alison. Okay. Et on lui refait quand même un groupe et des RAI. Ok. Oh, la perf a sauté. Je me note. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? En plus de l'infection, il fait une hémorragie interne. Ok. Est-ce que ça a été la première scène tournée? Non, pas du tout.
la toute première scène tournée de la saison 1 d'Hippocrate. J'essaie de me souvenir, là comme ça. C'est dur, je dirais que c'est quasiment la première scène. La Alors, c'est pas la rencontre. toute première, Ouais. mais c'est la première scène dans le service hospitalier où on les retrouve en train de déambuler, c'est-à-dire Hugo, Alison et Chloé. Où ils découvrent que les médecins ne sont pas... Il n'y aura pas de médecins titulaires qui sont mis en quarantaine. Deuxième porte sur la gauche, c'est le bureau du chef de service, le docteur Simoni. Sur votre droite, l'accès des urgences. L'hôpital, vous savez peut-être pas, c'est un ensemble de pavillons. Tous les pavillons sont reliés par des couloirs vitrés comme celui-ci. Des questions ? Ils sont où les médecins? Les médecins titulaires sont joignables par téléphone, donc vous n'hésitez pas à les appeler. Prescription attendue pour midi. Ça sert à rien de paniquer, hein. Je panique pas du tout. Je prends 2 secteurs, vous prenez un secteur chacun? Ouais, ok. Et moi, je peux prendre le secteur 2 parce que je les connais bien. Voilà, j'y étais externe et je connais bien l'équipe. Parfait. Je prends les 1 et 3 et toi tu prends le 4. C'est la gériatrie, tu verras, c'est pas compliqué. Et si je vous demande votre premier doute au cours de la fabrication d'Hippocrate saison 1 et saison 2, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous C'est vient? omniprésent, il n'y a pas de premier doute ou de J'étais sûre que deuxième vous alliez doute. me répondre ça. Depuis le premier jour, quoi. Depuis le premier jour où j'ai dit au producteur, on va essayer de faire une série ensemble. Parce qu'au tout début, quand on a commencé à dire on va faire une série à partir du film Hippocrate, l'idée c'était de se dire mais en fait pour faire une série, il faut des gens qui savent faire des séries. Nous on savait pas faire de séries, on savait un peu faire des films de cinéma et encore. Mais pour nous faire une série, il fallait des producteurs de séries pour faire des séries. Et je me souviens que ma productrice a appelé Canal+, parce qu'elle connaissait assez bien une des personnes qui travaillait chez Canal+ à l'époque, et qui lui a dit mais si vous êtes capable de faire des films, vous êtes capable de faire des séries. Eh oui. Et ça nous a donné confiance et on s'est dit, en fait, peut-être qu'on peut le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de s'associer à des producteurs de séries. Et c'est comme ça mais bon, c'était les premiers doutes, ils étaient déjà là. Et puis après, des doutes, j'en ai tous les jours. Moi, je suis comme tous les gens qui essayent de créer, hein, que ce soit des œuvres essentielles ou des œuvres modestes. Hein. Je sais pas où je me situe, mais en tout cas, je pense que pour tous les créateurs, quoi qu'on essaie de faire, on est dans le doute permanent et que c'est aussi un moteur, hein, le doute, et c'est aussi un moteur pour essayer d'aller d'atteindre un petit peu de perfection. Est-ce que vous avez eu un premier coup dur au cours de ce tournage, des 2 saisons en il y en a eu l'occurrence? plein, des coups durs. Il y a eu les coups durs personnels parce que c'est des tournages tellement longs. C'est 125 jours de tournage chacune des saisons. Donc la saison 2, c'est 125 jours. Donc c'est vrai que il se passe des choses dans la vie. Dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, Oui. moi, j'ai eu mon père qui a été très malade pendant la saison 1. Ça, c'était un coup dur parce c'était beaucoup d'angoisse supplémentaire. Il y a eu le Covid, quand Bien même. sûr. Qui vous a Sur la impacté, saison 2, hein, on a ouais, été bien arrêté sûr. 3 mois de tournage à cause du Covid et je suis retourné travailler à l'hôpital. Donc, c'était au-delà du coup dur. Ça, c'était une expérience de vie qui me tombait dessus. Je m'y attendais pas du tout. Et puis après, on a eu les conséquences du Covid pendant le tournage, c'est-à-dire des comédiens qui ont pu tomber malades ou des gens de l'équipe. Après, sur la saison 1, on a eu un technicien qui s'est blessé gravement dans un accident de moto. Donc ça a été un vrai coup dur. Ça nous a beaucoup... On n'imagine pas ça en beaucoup fait. attristé. Hein. Et oui, on n'imagine pas que pendant un tournage, la vie continue à côté et que vous devez aussi faire face à ce qu'on appelle les accidents de la vie. Hein. Ouais, c'est ça. Les vrais coups durs, ils sont là. Les coups durs, c'est quand... Après, les coups durs liés au travail, c'est quand moi, je suis un caractère un peu... je dirais, c'est pas spécialement colérique, mais il y a une telle exigence dans le travail, sur le plateau. L'exigence, elle vient de moi, mais elle vient de tout le monde. Hein. C'est pas, y a pas que moi qui suis exigeant. On est tous exigeants, donc des fois, ça crée des lieux de crispation. Et là, ça m'arrive d'être fâché avec certains chefs de poste ou avec certains comédiens pendant quelques heures. Et ça, c'est des moments qui me prennent beaucoup de place pour moi dans ma vie et qui sont très douloureux. Et je déteste travailler dans le conflit, et en même temps, le conflit, parfois, je le provoque. Donc, une sorte de cercle vicieux duquel il faut essayer de sortir. Et ça, c'est des moments qui sont douloureux. On peut pas parler de vrais coups durs, mais c'est inhérent au travail. En tout cas, à ma façon de travailler. Mais voilà, donc ça fait partie des choses dont je me souviens. Les grandes engueulades, il y en a eu quelques-unes, notamment... avec les comédiens principaux, c'est celle qu'on retient sur le plateau. Ça peut vraiment partir dans des éclats de voix. Ça monte très haut très vite et puis ça redescend aussi rapidement. Ça n'empêche pas qu'on a beaucoup d'affection et plus les uns pour les autres.
Mais voilà, c'est des petits moments où c'est dur pour toute l'équipe parce que tout le monde est dans ses petits souliers, tout le monde baisse la tête et attend que l'orage passe, quoi. Et oui, alors on l'avait découvert lors de notre premier enregistrement, Thomas Lilti, en parlant d'Hippocrate, vous étiez extrêmement exigeant au point que vous faites de nombreuses prises d'une même séquence. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez tourné moins de 10 fois la même scène ? Est-ce que ça a déjà existé même ? Ouais, heureusement, ça arrive sur des choses, Ouais. sur des plans pas trop compliqués, Des plans etc. fixes Mais où c'est on voit qu'il n'y a vrai. pas grand-chose. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est un peu de pire en pire. C'est-à-dire que je vois bien que ça ne se calme pas ni avec l'expérience, mince. ni avec l'âge, Oui. etc. Je vois que c'est encore pire. Donc il y a un moment donné, il faut quand même que j'arrive à me raisonner. J'ai l'impression qu'on pourra toujours faire mieux. Donc il y a toujours une sorte de recherche du mieux, mais qui peut être un peu vaine à un moment donné. Et puis c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant pour moi le premier, mais évidemment pour les gens avec qui je travaille. Donc il faut quand même que j'arrive que ça devienne pas une forme de petite folie quand même. En parlant de ça, je voudrais juste revenir sur un détail que Alice Belaïdi nous a raconté et j'avais pas imaginé. Elle racontait une scène qu'elle avait faite environ 80 fois, mais dans cette scène-là, où elle est plus ou moins passive en tant que médecin, dans cette scène, on voit quand même un homme qui fébrile en arrière-plan. Et c'est au début de la saison 2 d'Hippocrate, vous imaginez bien. Donc la personne qui fébrile, en fait, moi j'ai jamais pensé à ça, mais elle a refait cette scène-là 80 fois aussi. Ouais. Sur savoir qu'en plus c'est un figurant, c'est-à-dire que le monsieur qui fibrile derrière, c'est pas écrit qu'il va fibriller en fait, parce que des fois les scènes elles sont pas écrites, il y a pas tout dans la façon dont on les a écrites, donc parce que on peut pas. Et puis moi après j'arrive sur le plateau et je me dis bah ça serait bien que là en arrière-plan ce patient il soit vraiment en train de convulser, il y a une vraie convulsion, donc on le fait une fois, deux fois, donc le figurant souvent il est quand même très fier d'être très fier, il est pas fier, pardon c'est pas le bon terme, mais bon il est content. Non mais il est quoi, content d'être là, bien sûr, donner du sien et de montrer qu'il est à la hauteur du travail de tout le monde sur le plateau. Donc d'ailleurs je sais même pas si c'était un comédien ou pas, ou quoi, s'il était comédien de métier ou pas, mais alors voilà, donc il commence à convulser, mais lui il sait pas, et moi non plus, que ça va durer toute la journée, et je pense que ça a été terrible pour lui. Et d'ailleurs je n'ai aucun mérite là-dedans parce que de toute façon ça se fait systématiquement sans que j'ai à le demander, mais je me souviens être allé voir le directeur de production et lui dire par contre bon ce monsieur il faut qu'on revalorise. Et il ne peut pas être payé comme un figurant, il faut au moins que ce soit une silhouette ou un petit rôle, parce qu'il faut savoir qu'il y a des grilles tarifaires différentes en fonction des métiers des comédiens, et donc voilà, et donc il a été payé je crois au prix comme si ça avait été ce qu'on appelle un petit rôle, c'est un comédien qui vient juste pour une journée, donc c'est quand même plus valorisé, parce que franchement il en avait je pense qu'il a mis une semaine à s'en remettre, honnêtement, hein. Et immense pensée pour ce monsieur s'il nous écoute, mais pour ce monsieur et pour plein d'autres, oui, on est d'accord, les silhouettes qui donnent tellement, parce qu'ils refont et puis ils apportent énormément ils sont pour beaucoup dans ce sentiment de réalité qu'on peut retrouver dans la série. Monsieur, vous m'entendez ? Merci. Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur, vous savez, vous êtes ? Il va convulser, prépare-moi une ampoule de Rivotril. Monsieur, restez avec moi. Restez avec moi. Monsieur, restez avec moi. Igor, dépêche-toi. Igor ! Laisse tomber. C'est bon, j'arrête. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça va bien se passer. Hein ? Faut pas s'inquiéter. Monsieur, restez avec moi, là, monsieur. Attention, laisse-moi passer. Tiens-le. Tiens-le mieux que ça. Monsieur. Une guedelle, vite. Vite. Voilà, ça va se calmer. Vous vous souvenez de votre premier fou rire sur Hippocrate ? Premier fou rire sur Hippocrate, le premier peut-être pas, mais je me souviens de en général, ce qui me provoque des gros fous rires, c'est quand il y a des fous rires entre les acteurs dont souvent je ne connais pas la cause. Alors ce qui est très marrant, c'est que ça va me créer un énorme fou rire, et en même temps je prends conscience que le fou rire est en train de nous faire perdre du temps, perdre de la concentration. Donc ce fou rire peut très facilement se transformer aussi en énervement. Un énervement, du moins. Et c'est très pour tout le monde, c'est un petit peu difficile à vivre. Je peux passer du rire à un moment donné à dire allez, il faut qu'on se reconcentre et à m'énerver. Ce qui des fois déclenche un deuxième fou rire chez les comédiens, parce que ils ont évidemment, je sens que je suis ridicule à ce moment-là à leurs yeux. Et vos premières larmes d'émotion ? Alors, je suis
je suis tellement dans la concentration, dans le travail, que souvent je me laisse pas trop attraper par l'émotion pendant les scènes. Je suis pas le genre de réalisateur qui regarde des images et puis qui pleure en même temps qu'il regarde ces images. Je trouve qu'il y a c'est quand même en plus des choses souvent que j'ai écrites ou que j'ai imaginées ou coécrites du moins et co-imaginées. Et c'est vrai que ça crée un peu une sorte de barrière. En revanche, en montage, donc avec plus de distance, une fois que les histoires se mettent en place, là, je peux être pris par l'émotion de certaines choses, ouais, mais c'est plus des choses c'est pas vraiment les choses qui vont émouvoir les spectateurs, même si j'ai assez facilement conscience des moments émouvants de la série, mais c'est plus des choses intimes que j'ai pu vivre avec les différents comédiens, que ce soit avec Karim, avec Karim Leclou, Louis Bourgoin, Alice Belaïdi ou Zachary Chasserio ou Théo Navarro qui joue le personnage d'Igor, Bellamine Abdelmelek qui joue Lazare, quoi. Tout ça, il y a des moments d'émotion qui remontent très fort pour moi, mais après à distance en fait du tournage. Vous avez revu la série depuis qu'elle est sortie en ce début d'année 2021, non? Vous l'avez pas re-regardé? Non, parce que faut savoir que jusqu'au toute fin mars, début avril, j'étais encore en montage et j'ai vu les épisodes peut-être 100, 200 fois, 250 fois, quoi. Oui. C'est-à-dire que mon délire de tournage de refaire 50 000 fois les prises, faut savoir que les monteurs, images, après, vivent exactement la même chose en montage. C'est-à-dire que c'est jamais terminé, on refait, on remonte, on refait des nouvelles versions. Toujours le sentiment que ça pourrait être mieux. Mais là, pour le coup, c'est pas un sentiment. Je suis convaincu que que les versions finales, peut-être qu'elles sont perfectibles, hein, mais c'est les meilleures versions. Et ça, toujours. Je pense que le travail de montage va que vers le meilleur, jamais vers le moins bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà les premières pensées pour une saison 3 ? Je sais qu'on vous a énormément posé la question, parce que d'ailleurs c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on vous attend, qu'on a envie de vous retrouver avec tous ces personnages. Est-ce que vous savez déjà à quoi ça pourrait ressembler si une saison 3 voit le jour ? Ouais, complètement. Ça y est, depuis quelques jours, je sais ce que va être la saison 3. Parce qu'il y a eu un déclic. Je ne veux pas vous le dire d'une part. Non, mais pour qu'on comprenne le processus de création de votre part, il y a eu un déclic. Oui, si vous voulez. On me disait toujours, bon alors la saison 3, et donc je disais oui, saison 3, dans l'absolu, il doit y en avoir une, puisque le diffuseur Canal+, est très désireux qu'il y en ait une. Je crois qu'ils sont très heureux des résultats de la saison 2, et de l'accueil, et des résultats aussi de visionnage de la saison 2, donc ils ont envie qu'il y ait une saison 3. Les gens qui fabriquent cette série, c'est-à-dire moi le premier, mais tous les gens qui travaillent avec moi ont très envie de se retrouver pour qu'il y ait une saison 3. Mais je n'arrêtais pas de dire, en effet, mais une saison 3, moi, il faut que j'ai quelque chose à raconter. Bien quoi. sûr. Donc oui, dans l'absolu, mais pour dire quoi et tant que j'avais pas ce petit fil, quoi, qui est pas grand-chose, mais juste au moins de savoir quel est l'intérêt de faire une saison 3, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que je vais épouser comme nouveau domaine dans cette saison 3, même si c'est toujours le monde hospitalier, et même si on retrouve toujours les personnages principaux, les héros d'Hippocrate, il faut quand même insuffler un souffle nouveau. Et ce souffle, je crois que je l'ai trouvé depuis quelques jours, et donc je vois à peu près ce que devrait être la saison 3. Après, c'est une excellente nouvelle. Début. Mais c'est une excellente nouvelle quand même. Ça veut dire moi, que je suis heureux, ça me soulage beaucoup, ça me harcèle parce que ça fait un petit moment que je tourne autour et je me dis, mais en fait, là, si je fais ça, ce n'est qu'une redite permanente de ce qui s'est déjà passé en 1 ou en 2. Et ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai besoin, même si vous voulez, d'une certaine manière, j'ai besoin que ce que je vais avoir à filmer, puisque je réalise aussi, ce que je vais avoir à filmer soit neuf aussi. Ouais. Si vous voulez, la saison 2, c'est une saison vraiment d'urgence, donc il y avait quelque chose de neuf par rapport à la saison 1, le rythme était différent, la façon de filmer était un peu différente. Voilà, il faut que la saison 3, il y ait quelque chose de différent pour que aussi ça puisse, moi, m'intéresser et me donner envie, quoi. On se donne rendez-vous dans combien de temps, alors ? Vous sentez la fille impatiente ? C'est difficile à dire, mais je pense que d'ici 1 an et demi ou 2 ans, quoi. Je sais que c'est long, que les spectateurs ils reprochent que ce soit si long, mais moi je pense que voilà, c'est ma façon de fabriquer. Je peux pas faire plus vite, et moi j'espère que les spectateurs seront quand même fidèles, mais je sais que c'est un peu long. Ouais. Une dernière question, Thomas Lilti. Quelle est la série française qui, de cette décennie ou peut-être même un peu avant, vous a marqué ? C'est difficile de faire de choisir parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'ont plu et qui sont des. Je vous donne une autorisation, vous pouvez m'en donner 2. Ouais, mais je dirais quand même, c'est pas pour être corporate avec la création originale et Canal+, mais bon, je trouve quand même qu'ils ont très vite et très tôt mis la barre assez haute. Moi quand même, j'ai beaucoup d'affection pour les premières saisons d'Engrenage, parce que je trouve que c'était très difficile d'être sur ce sujet-là, sur le policier, tout en amenant quelque chose de très neuf.
J'aime bien d'ailleurs Engrenage les 8 saisons, mais je trouve quand même que les premières saisons, et je suis très admiratif d'une chose dans Engrenage, c'est le fait que, et là c'est un peu plus le fabricant de séries qui parle, mais d'avoir réussi à faire je crois que c'est des saisons qui ont 12 épisodes, Tout il me à fait, semble. oui. Il y a une saison quasiment par an, tous les ans et demi. Ce rythme-là, en ayant finalement assez peu perdu en qualité d'écriture. Alors évidemment, il y a des inégalités, il y a des saisons qui sont peut-être un peu moins réussies que d'autres, mais notamment dans les premières saisons, il y avait une exigence permanente, des acteurs quand même assez exceptionnels. Voilà. Je trouve que parfois, Engrenage vit un peu dans l'ombre du Bureau des légendes ou d'autres séries, alors qu'à sa manière quand même, ils étaient un peu précurseurs dans leur rythme, dans leur énergie. Voilà, moi je suis très admiratif d'Engrenage. On partage cette même admiration pour cette immense série qui est toujours disponible sur MyCanal. Tout comme d'ailleurs, Hippocrate, les 2 saisons sont disponibles sur mycanal.fr. On vous encourage vivement à découvrir cette série si ce n'est encore fait. C'est vraiment une très très belle réussite et on a passé une très bonne année grâce à vous, Thomas Litti. Merci infiniment. Et merci infiniment d'être venu dans Seriland. On attend la saison 3. Voilà, on sera patient, je vous le promets. C'est adorable, merci. Merci Thomas. Ainsi s'achève cette série de rencontres avec celles et ceux qui ont participé à la fabrication de 10 séries françaises emblématiques de cette décennie de création. Des entretiens menés dans le cadre de notre partenariat avec les rencontres de Fontainebleau, série. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et tables rondes dans le magnifique cadre de Fontainebleau. N'hésitez pas à y aller, toutes les informations sont disponibles sur le site serieserie.fr. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, dirigé par Olivier Landrès et Fanny Rascle, à la production Timothée Magot, à la réalisation Christophe Pierrot et à la préparation 3 superwomen, Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau. Une super équipe. Seriland fut une magnifique aventure pour moi, une aventure collective à laquelle ont participé notamment Margot Barallon, Clément Le Saffre, Bertrand Chameroy et notre voix, celle de Patrick. Et puis tous nos invités, je vous remercie chaleureusement pour vos avis éclairés, vos connaissances et votre enthousiasme. J'ai une pensée particulière pour Adèle Ponticelli qui a donné naissance à ce podcast il y a 9 mois de cela. Seriland est et restera notre bébé. Merci pour vos messages, vos commentaires et continuez à regarder des séries. Cet autre regard sur le monde.